Erkoy. Merci de nous rejoindre sur Radio Mali. Il est 13h à Bamako, 4 heures de plus à New York, c'est aux États-Unis. Le journal, Ibrahima Traoré. C'est 13h dimanche, priorité au direct avec à la une de cette édition. Le chef de la diplomatie malienne qui dénonce l'attitude paternaliste et néocoloniale de certaines puissances étrangères. Abdoulaye Diop était hier soir à la tribune des Nations Unies pour livrer le message du Mali. Décryptage de son intervention dès le début de cette édition avec Bourama Traoré. Bourama Traoré qui nous décortiquera également le discours ou les discours du Burkina Faso et de Guinée qui fustige également l'attitude des 2 poids, 2 mesures de la communauté internationale dans la gestion des questions politiques et sécuritaires en Afrique. Nous resterons aux Nations Unies pour parler de cette intervention également de Sergei Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, qui en a profité pour lancer une charge contre les pays occidentaux qu'il qualifie d'empire du mensonge. À suivre les sports dans cette édition, ce sera avec vous, Famourou Djourté. Bonjour. Bonjour Ibrahima Traoré. Alors quel est le menu de cette actualité des sports ce dimanche? Du basketball, du football, de la natation, du cyclisme sont au menu de la page sport. En basketball, il sera question de l'Interligue ou le tournoi de la montée en première division. Et Supercoupe du Mali de football, on en parle également dans la page sport. L'actualité des sports dans une quinzaine de minutes à ne pas manquer avec Famourou Djourté. Puis à suivre en fin d'édition, Focus Santé qui s'intéresse aujourd'hui au décollement de la rétine. C'est en rediffusion avec Baraki Sawatara. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, installez-vous confortablement. Tout de suite les détails. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale était hier soir à la tribune des Nations Unies pour livrer le message du Mali intervenant au nom du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Le ministre Abdoulaye Diop a dénoncé l'attitude paternaliste et néocoloniale de certaines puissances étrangères, parlant du retrait de la MINUSMA d'ici au 31 décembre 2023. Le chef de la diplomatie malienne affirme qu'il n'y aura pas de prorogation de ce délai. On en parle avec vous, Bourama Traoré. Bonjour. Bonjour, Ibrahima Traoré. Alors, c'est un discours presque complet du ministre Abdoulaye Diop devant l'Assemblée générale des Nations Unies. D'abord, Ibrahima Traoré, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, a tenu à préciser qu'il intervient au nom du Mali et du Niger. Ce dernier dont les délégués ont été empêchés de s'exprimer à la tribune des Nations Unies. Dans un discours d'une trentaine de minutes, le ministre Abdoulaye Diop a dénoncé les ingérences de certaines puissances étrangères, dont la France. Nous suivons. Le Mali dénonce à nouveau et avec force les ingérences de certaines puissances qui continuent de faciliter les activités criminelles des groupes armés terroristes au Mali et au Sahel. Il y a lieu de rappeler que le 15 août 2022, le gouvernement du Mali avait alerté le Conseil de sécurité des Nations Unies sur les actes d'hostilité et d'agression de la France. Au lieu de cesser ces agissements, ce pays membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies continue en toute impunité ces manœuvres de déstabilisation du Mali et du Sahel, comme en témoigne la récente libération des terroristes dans la zone des 3 frontières du Burkina Faso, du Mali et du Niger, en dehors de tout cadre judiciaire et à l'insu des États concernés, pour perpétrer plus d'actions terroristes contre nos populations civiles et nos forces de défense et de sécurité. Les actes hostiles de la France s'illustrent également par ses interventions intempestives et illégales pour retarder, voire empêcher le traitement de nos demandes de financement dans plusieurs institutions financières sous-régionales, régionales et même internationales. Dans le même ordre d'idées, il est regrettable que le même pays, la France, tente et même parfois parvienne malheureusement à instrumentaliser des organisations régionales africaines opposant des pays frères les uns aux autres, uniquement pour ses intérêts géopolitiques dans une démarche néocoloniale et paternaliste.
Sur le volet toujours sécurité, le chef de la diplomatie malienne est revenu sur les raisons du retrait de la mission onusienne au Mali. Après 10 ans de présence sur le terrain, les fruits n'ont pas tenu la promesse des fleurs selon Abdoulaye Diop. La mission des Nations Unies au Mali, MINUSMA, n'a pas été en mesure d'aider le Mali à rétablir son autorité sur l'ensemble de son territoire, en dépit cependant des moyens importants investis en elle ces 10 dernières années. Durant sa présence sur le territoire national, la situation sécuritaire, malheureusement, n'a fait que se dégrader. L'insécurité qui était cantonnée dans les régions du nord du Mali au moment du déploiement de la mission des Nations Unies en 2013 a atteint les régions du centre et du sud. Cette propagation de l'insécurité est fort heureusement en cours de fléchissement grâce au succès indéniable remporté sur le terrain par les forces armées maliennes malgré les défis inhérents à ce type d'opération. Il était devenu inacceptable pour le gouvernement du Mali de laisser la MINUSMA continuer à devenir partie du problème en aggravant les tensions entre nos communautés à travers l'instrumentalisation de la question des droits de l'homme à des fins politiques et servant ainsi des agendas extérieurs de pays hostiles au Mali. C'est ainsi qu'après une évaluation exhaustive, le gouvernement du Mali a demandé en juin 2023 le retrait sans délai de la MINUSMA et nous sommes heureux que le Conseil de sécurité des Nations Unies ait accédé à notre requête. Le gouvernement du Mali travaille avec la MINUSMA en vue de son retrait ordonné, coordonné et sécurisé, et c'est dans le délai imparti du 31 décembre 2023. Le gouvernement de la République du Mali n'envisage pas de proroger ce délai. Toutefois, le ministre Abdoulaye Diop n'est pas passé sous silence certains efforts fournis par la MINUSMA, bien qu'ils soient insuffisants pour stabiliser et restaurer l'intégrité territoriale du Mali. Le pays ne mordant jamais la main qui l'aide et reconnaissant des sacrifices ultimes consentis par les forces étrangères. Sur la situation au Niger, la position du Mali reste intacte, souligne le ministre Diop. Nous dénonçons et rejetons la politique des 2 poids, 2 mesures appliquées par certaines puissances, par certaines organisations régionales, et même par certaines organisations internationales, y compris les Nations Unies. Cette incohérence et cette instrumentalisation ne font que décrédibiliser nos organisations aux yeux des populations et de l'opinion publique, érodant ainsi leur confiance en ces institutions qui sont désormais perçues comme détournées de leur vocation première. Certaines organisations sont utilisées en dehors de tout cadre légal ou communautaire comme des armes contre les pays et les populations qui y ont souscrit librement au prix parfois d'un transfert de souveraineté. Ces organisations se transforment ainsi en instruments de perpétuation et d'imposition d'un ordre colonial et hégémonique. De manière spécifique, nous suivons avec intérêt l'évolution de la situation au Niger depuis le 26 juillet 2023. Le peuple et le gouvernement du Mali réitèrent leur solidarité et leur soutien total au gouvernement et au peuple du Niger, pays frères, voisins et amis. Le Mali reste fortement opposé à toute intervention militaire de la CEDEAO aux conséquences désastreuses pour le Niger, mais aussi pour l'ensemble de la région. Toute intervention militaire au Niger, j'allais dire toute agression, toute invasion de ce pays, constitue une menace directe à la paix et à la sécurité du Mali, mais aussi à la paix et à la sécurité de la région et aura nécessairement des conséquences sérieuses. Nous ne resterons pas les bras croisés. Dans sa marche vers son indépendance et sa souveraineté totale, le Mali entend collaborer avec tous les partenaires qui le souhaitent, selon l'envoyé du président de la transition, mais avec des conditions, la sincérité, le respect et la franchise, indique Abdoulaye Diop. Dans la mise en œuvre de la vision du chef de l'État pour l'émergence d'un Mali nouveau, libéré de toute domination extérieure néocoloniale, le gouvernement de la République du Mali est honoré de compter sur des partenaires sincères, sur des pays qui valorisent les relations d'égal à égal dans le respect mutuel. À cet égard, je tiens à adresser une mention spéciale à la Fédération de Russie pour sa solidarité agissante et un engagement fiable tant sur le plan bilatéral que multilatéral. Fidèle à sa vocation panafricaniste, réaffirmée dans toutes ses constitutions successives, le Mali réitère son adhésion
à tous les mécanismes de sécurité collective pertinents, notamment ceux dans lesquels le leadership africain est affirmé, mais aussi dans lesquels l'instrumentalisation est rejetée et combattue. C'est ce qu'on pouvait retenir, Ibrahim Traoré, de l'intervention du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale hier soir à la tribune des Nations Unies. Alors, Bourama Traoré, nous restons avec vous. Outre le Mali, le Burkina Faso et la Guinée sont intervenus à la tribune des Nations Unies pour dénoncer également l'attitude de deux poids, deux mesures de la communauté internationale dans la gestion des questions politiques et sécuritaire en Afrique. Pour le président de la transition de Guinée, Mamadi Doumbouya, l'Afrique de papa est révolue et on doit regarder le continent avec des yeux neufs. Oui, Ibrahima Traoré, sur cette 78e Assemblée générale des Nations Unies, les vents du panafricanisme aura bien soufflé. À la tribune de l'ONU, les dirigeants de l'Afrique de l'Ouest surtout ont dénoncé la gestion actuelle du monde. La voix du Burkina Faso a été portée par son ministre en charge de la fonction publique, Bazolma Bazié, pour qui la communauté internationale n'est pas sincère dans son appui à la lutte contre le terrorisme au Sahel. En 2 minutes 22 secondes, voici ce qu'il dévoile à la face du monde. Si la communauté internationale était honnête et sincère dans son engagement contre le terrorisme, il ne perdurera point, de sorte à ce que des populations civiles s'engagent et se forment pour assurer leur propre défense. Parlant d'un manque de franchise de cette communauté internationale, voici les exemples. Premièrement, lorsque le Mali, le Burkina Faso, le Niger et d'autres pays se sont organisés sur leurs frontières communes en mutualisant leurs forces pour faire face au terrorisme, la France est venue de nulle part imposer son instrument qu'est le G5 Sahel. Aujourd'hui, la CEDEAO, qui a subitement une force d'intervention pour établir des démocraties, a annoncé un apport de 2 milliards de dollars US. Mais à la création de cette G5 Sahel, jusqu'à nos jours, à sa vaporisation, cette CEDEAO n'a pu débourser que 25 millions de dollars US. Où est donc le sérieux dans la défense des vies humaines prônée par la Déclaration universelle des droits de l'homme et des peuples? Deuxièmement, le Burkina Faso subit des sanctions cyniques suite au coup d'État du 30 septembre 2022. Cette nébuleuse dite communauté internationale, sous l'impulsion de la France qui est passée par ses valets locaux en Afrique, a tenté d'abord de faire nommer un premier ministre au Burkina Faso en vain. Ensuite, ils sont passés à l'imposition de ministres dans des postes stratégiques au sein du gouvernement burkinabé en vain. Et enfin, ils ont négocié le maintien des relations afin que le capitaine Ibrahim Traoré mette en œuvre tout ce qu'ils décideront, condition sine qua non d'une durée à souhait au pouvoir. L'ayant aussi refusé, au nom de l'intérêt supérieur de son peuple, une avalanche de mesures répressives, de menaces, de tentatives de coup d'État, manœuvres immorales sont en élaboration dans des laboratoires criminels. Et malheureusement, toutes ces manœuvres et missions macabres sont pilotées en marionnettes téléguidées par des personnages de couloir présidentiel africains. Au lieu de nous aider à arrêter cette saignée humaine, ce sont des accusations fallacieuses, des mensonges éhontés d'État, englobés dans une diplomatie d'hypocrisie et des menaces voilées pour nous indiquer des partenaires à fréquenter et des conduites à tenir. Nous disons non. De la lutte contre le terrorisme à la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU en passant par les changements anticonstitutionnels, les questions brûlantes du moment ont été passées à la loupe. Pour le président de la transition de la Guinée, le colonel Mamadi Doumbouya, il convient aujourd'hui de mettre fin aux pushs institutionnels en Afrique. Suivons. Je souhaite que l'on retienne que les vrais putschistes, les plus nombreux, qui ne font l'objet d'aucune condamnation, c'est aussi ceux qui manigancent, qui utilisent la fourberie, qui trichent pour manipuler les textes de la Constitution afin de se maintenir éternellement au pouvoir. C'est ceux en col blanc qui modifient les règles du jeu pendant la partie pour conserver les rênes du pouvoir. Voilà les putschistes les plus nombreux. L'Afrique souffre, mesdames et messieurs, elle souffre d'un modèle de gouvernance qui lui a été imposé. Un modèle certes bon et efficace pour l'Occident, qu'il a conçu au fil de son histoire, mais qui a du mal à passer et à s'adapter à notre réalité, à nos coutumes, à notre environnement. Hélas, j'aimerais dire que la grève n'a pas pris. Je sais que lorsque je dis cela, tout de suite, ils sont nombreux à se dire encore un bidas qui veut tordre le cou à la démocratie. Encore un soldat qui veut imposer sa dictature. Cependant,
de façon très claire, sans hypocrisie, sans faux semblant, les jeux dans les jeux. Nous sommes tous conscients que ce modèle de démocratie que vous nous avez si insidieusement et savamment imposé après le sommet de la Baule en France, presque de façon religieuse, il ne marche pas. Nous trouvons insultants les cases, les classements qui tantôt nous placent sous influence des Américains, tantôt sous celle des Anglais, tantôt des Français, tantôt des Chinois, des Russes et même des Turcs. Nous ne sommes ni pro, ni anti-américains, ni pro, ni anti-chinois, ni pro, ni anti-français, ni pro, ni anti-russe, ni pro, ni anti-turc. Nous sommes tout simplement pro-africains. C'est tout. Nous mettre sous la coupe de telle ou telle puissance est une insulte, du mépris, du racisme vis-à-vis d'un continent de plus d'1,3 milliard de personnes. Il est important, dans cette prestigieuse et influente assemblée, que l'on comprenne clairement que l'Afrique des papas, la vieille Afrique, c'est terminé. Un discours bien applaudi et message également envoyé aux nostalgiques de la période coloniale pour dire que l'Afrique se lève enfin pour prendre son destin en main. Ibrahima Traoré. Merci beaucoup Ibrahima Traoré pour tout ce décryptage sur les différentes interventions à la tribune des Nations Unies, l'influence de la vision et de la politique extérieure du Mali qui se fait sentir donc au plus haut niveau sur le toit mondial. Nous restons justement à New York où lors de cette 78e Assemblée générale de l'ONU, le ministre des Affaires étrangères russe Sergueï Lavrov a pris également la parole quelques jours après le discours du président ukrainien à cette même tribune. Nouhoum Sissoko, bonjour. Bonjour Ibrahima Traoré. Alors le chef de la diplomatie russe en a profité pour lancer une charge contre les pays occidentaux qualifiés d'empire du mensonge. Toute cette semaine à New York, il a été question de la nécessaire réforme de l'ONU, du Conseil de sécurité en particulier, pour le rendre plus représentatif des pays en voie de développement notamment. Une réforme soutenue publiquement pour la première fois par un représentant russe et un angle d'attaque tout trouvé pour Sergueï Lavrov. Pour la Russie, il est évident qu'il n'y a pas d'autre voie, mais les États-Unis et les pays occidentaux qui leur sont subordonnés continuent d'engendrer des conflits qui divisent l'humanité en blocs hostiles, estime Sergueï Lavrov. Ils font tout pour empêcher la formation d'un ordre mondial véritablement multipolaire. Ils cherchent à forcer le monde à jouer leurs règles étroites et intéressées. Membre permanent du Conseil de sécurité, la Russie est pourtant de ceux qui usent le plus du privilège du droit de veto. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky l'a dénoncé ce mardi en présentant son plan de paix devant l'Assemblée générale, un plan qui prévoit notamment le retrait des troupes russes. Impensable, a dit Sergueï Lavrov devant la presse après son discours. Ibrahima Traoré. Merci beaucoup, Nouhoum Sissoko. Au Liban, une trentaine de Syriens qui tentaient de quitter clandestinement le pays par la mer ont été secourus hier samedi. Leur embarcation commençait à couler à 1,5 km du rivage. Bonjour Mohamed Sangaré. Et bonjour Ibrahima Traoré. Alors les tentatives de traversée de migrants vers Chypre se multiplient maintenant. Oui, tout à fait. La marine libanaise, avec le soutien de la défense civile, a secouru 27 clandestins à bord d'un canot pneumatique qui coulait au large de Tcheka, a indiqué l'armée libanaise dans un communiqué. Tous étaient syriens, a précisé un responsable de l'armée. La défense civile a annoncé que 4 personnes étaient portées disparues, mais cette information n'est pas confirmée par l'armée. Les migrants qui cherchent à rejoindre l'Europe depuis le Liban se dirigent vers l'île de Chypre, située à quelques 250 km des côtes libanaises. Ces traversées illégales se sont nettement intensifiées cet été. Dimanche dernier, la police a
a ainsi déjoué une tentative d'immigration clandestine et arrêté le passeur libanais ainsi que 42 personnes, dont 6 enfants, tous syriens qui projetaient de se rendre à Chypre. La multiplication des tentatives de traversée maritime illégale s'accompagne d'une augmentation sensible du nombre de Syriens qui tentent d'entrer clandestinement au Liban par voie terrestre. L'armée libanaise a ainsi refoulé la première semaine de septembre 1200 Syriens qui tentaient de passer la frontière d'une manière illégale. Les autorités libanaises s'inquiètent de ces phénomènes et estiment que 15 000 Syriens essayent d'entrer au Liban tous les mois dans l'espoir d'atteindre l'Europe. Le Liban abrite plus de 2 millions de réfugiés et de déplacés syriens, soit le tiers de la population. Lors d'une tournée à la frontière libano-syrienne, le chef de l'armée libanaise a une nouvelle fois qualifié la présence des réfugiés syriens au Liban de menace existentielle pour le pays. Ibrahim. Merci beaucoup, Mohamed Sangaré. En Somalie, un attentat suicide à Beledweyne, dans le centre du pays, a fait au moins 13 morts et plusieurs bâtiments effondrés. L'attaque visait un point de contrôle des forces spéciales somaliennes. Lassina Keita nous explique les faits. Beledweyne, dans la région de Iran, a été la cible d'une attaque terroriste à l'aide d'un camion chargé d'explosifs lancé sur un point de contrôle des forces spéciales somaliennes. La police fait un bilan humain d'au moins 13 morts et plus de 40 blessés, dont certains grièvement. Les victimes sont essentiellement des civils. Selon les médias locaux, l'explosion a provoqué l'effondrement de plusieurs immeubles aux alentours. Des commerces et des habitations ont été également détruits. Les recherches continuent pour trouver les victimes ensevelies sous les décombres. D'après le gouverneur de la région d'Iran, Abdullahi Ahmed Malim, toute la zone a été détruite. Pour le moment, Ibrahima Traoré, cet attentat n'a pas été revendiqué, mais il s'est produit à un moment où le gouvernement somalien a lancé une offensive militaire dans le centre du pays il y a plus d'un an contre le groupe des Chebab affiliés à Al-Qaïda. Beledweyne se situe à Iran, région du centre de la Somalie, région centrale de cette offensive gouvernementale. Les forces gouvernementales ont réussi à libérer des villes et des routes stratégiques. Malgré le soutien de la force de l'Union africaine et les frappes aériennes de l'armée américaine, les autorités somaliennes ont alerté l'ONU cette semaine qu'elle avait subi plusieurs revers importants. Elles ont également demandé aux Nations Unies de reporter de 3 mois le retrait des troupes de l'Union africaine. La force Artemis, forte de 3000 soldats, normalement prévue pour la fin du mois. Pour la circonstance, le président somalien Hassan Sheikh Mohamud a donné l'assurance de son gouvernement de poursuivre la lutte contre les islamistes Chebab. Il a enfin présenté ses condoléances aux victimes et à leurs familles. Dans le reste de l'actualité, cette fois-ci en plus bref, au Bénin, un incendie dans un dépôt de gaz a fait 34 morts. L'incendie se serait déclenché lors du déchargement des bouteilles d'essence. Le procureur a annoncé l'ouverture d'une enquête complète sur les circonstances entourant cet incendie tragique. Et puis au Ghana, pour boucler cette page internationale, plusieurs personnes appartenant au mouvement Démocratie Hub ont battu le pavé pendant 3 jours pour faire entendre leur voix face à la cherté de la vie. Au premier jour de la manifestation, la police avait fait usage de la force pour disperser les rassemblements. 50 personnes avaient même été arrêtées avant d'être relâchées. Et plus tard, l'actualité des sports dans quelques instants. Les sports, Famourou Djourté est bien installé dans ce studio. Très bien, Ibrahima Traoré. D'abord du basketball avec l'Interligue qui se poursuit à Koulikoro. Oui, 8 matchs sont au programme ce dimanche. On a déjà 4 résultats, 2 de chaque côté. D'abord chez la dame, l'AS Mandé a battu 63-37 l'US Kita. L'USM a pris le meilleur 40-34 sur CLDC. Dans l'après-midi, il y aura Sony Attar et l'US Sivaré CBD. Du côté des messieurs, les 2 premiers résultats du jour sont l'AS Mandé a battu 70-35 le CFSK et l'USM a dominé 61-43 le CAFS. Les matchs Debo CBD et CRBT AF PSS se jouent dans
l'après-midi. Du football, le stade malien de Bamako s'est offert l'AS Real. C'est en Supercoupe Ben Omar Sy. Oui, c'est le 17e trophée de Supercoupe du stade malien de Bamako. Les Blancs ont battu les Scorpions par 2-0. Les buteurs sont Franck Tessé, le capitaine, dès la 5e minute, et Daouda Koulibaly sur penalty à la 27e minute. C'est le premier titre de Ségoussek, alias Bako, à la tête du stade malien de Bamako. Et la deuxième défaite d'affilée de l'AS Real face au stade malien en Supercoupe après 2010. Je vous propose d'écouter les réactions des deux techniciens, Ségoussek Bako et Nouhoum Diané, sont au micro de notre reporter Salif Diakité. C'est mon tout premier trophée au stade. Je le dédie à l'ensemble des supporters du stade. Je suis très heureux, très content. J'ai prié Dieu pour que ça ne soit pas la dernière. Si j'avais gagné ce match-là, j'allais être content parce que je n'ai jamais remporté de super coup. J'ai dit aux joueurs, faites tout pour gagner. Mais après, au-delà de ça, j'ai dit aujourd'hui, le Real a besoin réellement du temps pour qu'ils puissent trouver le niveau de l'équipe qu'ils avaient. Voilà, le stade malien de Bamako a eu un chèque de 5 millions de francs CFA. Quant au Scorpion de l'AS Real, il se contente d'une somme de 3 millions de francs CFA. De la natation avec la Ligue du district de Bamako qui a organisé hier samedi une compétition au nom du ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara. Oui, la natation fait partie de la formation des forces armées. C'est pourquoi la Ligue de natation du district de Bamako a initié cette compétition dénommée Coupe de natation colonel Sadio Kamara, qui est le ministre de la Défense et des anciens combattants. Le thème de cette première édition est « Je suis Fama, je sais nager ». C'était ce samedi à la piscine olympique du stade Omnisport Modibo Keïta. Les épreuves qui étaient concernées sont 50 et 100 mètres brasse, 50 et 100 mètres libre, nage libre, 50 mètres d'eau et 50 mètres papillon. À l'issue de la compétition, c'est l'Union sportive des forces armées de sécurité USFAS qui a remporté logiquement, qui a terminé logiquement sur la première marche du podium avec 17 médailles, dont 8 en or. La police et l'équipe de la protection civile ont complété le podium. Écoutons ensemble le colonel-major Olivier Diassana, qui était le représentant du parrain, le colonel Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants. Il est au micro de Amsatou Touré. La fête, elle a été belle. Maintenant, au-delà de l'aspect festif, c'est le message qui en découle qui nous intéresse. Je suis Fama, je sais nager. Ça, c'est un message qui ne s'adresse pas qu'aux Fama. Parce que les Fama d'aujourd'hui, c'est justement ces jeunes civils que vous voyez qui sont en train de nous émerveiller dans l'eau, qui affrontent les vagues de l'eau. C'est un message donc qui s'adresse à tout le monde. Les Fama ont compris désormais que la première dimension qui est l'eau, c'est un milieu qu'ils doivent prendre effectivement en compte. Si nous voyons ce qui s'est passé dans la région de Tombouctou le 7 de ce mois, un bateau qui évoluait normalement a été lâchement attaqué. Et ceux qui savaient nager ont pu s'en sortir, ceux qui ne savaient pas nager ont péri dans l'eau. Donc nous pensons que c'est un exemple sur lequel réellement il faut se fonder pour lancer ce message au nom du ministre de la Défense et des anciens combattants. Il n'y a pas d'âge pour apprendre à nager. Que vous soyez militaire ou civil, quand vous apprenez à nager, prenez le soin d'avoir un guide tout simplement pour ne pas faire du pire. Donc, nous lançons ce message que tout le monde apprenne à nager, que ce soit vraiment comme un sport national. Voilà, en marge de la compétition, les forces armées maliennes ont fait une démonstration d'évocation d'une personnalité importante dans l'eau qui s'y est parfaitement avec le thème « Je suis Fama, je sais nager ». Et terminons d'abord, parlons de cette 29e édition du Tour de Côte d'Ivoire. Les aigles cyclistes du Mali ont terminé à la 3e place au classement général par équipe. Oui, Yaya Diallo du Mali est arrivé premier de la dernière étape de la 29e édition du Tour de Côte d'Ivoire. Il est suivi de Rawende Moukaïla du Burkina Faso et Ricardo Sodidier du Bénin. Les aigles cyclistes du Mali ont obtenu 2 victoires d'étape, 2 deuxième places et une 3e place sur le podium, soit l'un des meilleurs résultats du pays lors d'un tour cycliste à l'extérieur. Au classement général par équipe, la Côte d'Ivoire arrive en première position, suivi du Burkina Faso et du Mali. Au classement général individuel, Yacouba Diallo est le meilleur malien. Il est à la 4e position. Yaya Diallo le suit en 8e position. Et que peut-on retenir du reste de l'actualité sportive en plus bref? D'abord, sur le plan national, Mokhtar Ousmane Sy a été élu ce matin président de la Fédération malienne de Vovinam Viet Vodao pour un mandat de 4 ans. Il est désormais à la tête d'un bureau de 19 membres. En Europe, il aura fallu attendre jusqu'à la 6e journée pour voir une victoire d'Everton en première ligue anglaise. Les Toffees se sont imposés et les Bees de Brentford 3-1 ce samedi grâce à des buts de Abdoulaye Doucouré, James Tarkovsky et Dominique Carvel-Lewin. L'international malien qui a mis sa carrière internationale entre parenthèses pour l'instant a ouvert le score à la 6e minute. Toujours en football, 3 grandes affiches sont à suivre ce dimanche. Le PSG accueille l'Olympique de Marseille à 18h45 temps universel pour le classique du football français.
Un quart d'heure après, le Real Madrid se déplace chez son voisin madrilène, l'Atlético, pour le derby de Madrid. Le derby londonien entre Arsenal et Tottenham se joue en ce moment. Le score est de 1-0 après 30 minutes de jeu pour les Gunners d'Arsenal. Edouard Mendy a passé l'une de ses mauvaises soirées ce vendredi contre Al Nassr. Le gardien de but sénégalais a encaissé 4 buts. Dans un match riche et spectaculaire, Al Nassr a remporté la victoire face à Al Ahly sur le score de 4-3. Nous avons joué sans gardien contre Al Nassr. Je supporte Al Ahly depuis plus de 20 ans et Edouard Mendy est le pire gardien que j'ai vu. Le portier sénégalais s'est exprimé après le match pour dire qu'il n'a rien vu sur le premier but de Cristiano Ronaldo et qu'il est désolé d'avoir fait un mauvais match. Le mondial de rugby, pour terminer, se poursuit en France. Ce samedi, le choc de la phase de groupe entre l'Afrique du Sud, championne du monde en titre, et l'Irlande, première nation mondiale, a tourné à l'avantage des Irlandais 13-8. La Namibie vit pour l'instant un véritable cauchemar dans cette Coupe du monde de rugby. Lors de la 3e journée des matchs de groupe, les Namibiens ont été broyés par les Français 96-0. Seul lot de consolation, ce n'est pas la pire défaite namibienne de l'histoire de la Coupe du monde de rugby. Les Namibiens avaient pris un 142-0 en 2003 face à l'Australie. Le pire revers de l'histoire de la compétition jusque-là. En outre, pour leur 7e participation de suite au mondial, les Namibiens n'ont toujours pas gagné. Merci beaucoup pour toutes ces informations sportives. Merci, Famoury Djourté. Merci beaucoup. Focus Santé. Le décollement de la rétine, on en reparle dans Focus Santé. C'est une pathologie rare qui peut mener à une cécité si elle n'est pas traitée à temps. C'est en rediffusion avec Baraki Sawata. La rétine, c'est cette membrane qui tapisse le fond du globe oculaire. C'est elle qui transforme la lumière en électricité pour le cerveau. Et lorsqu'elle se décolle de la paroi de l'œil, elle n'est plus fonctionnelle. Dr Saïgounon, chef du département clinique au CHU Yota. S'il y a décollement de rétine, la rétine n'est pas en mesure de fixer les images. Donc les premiers signes qui arrivent, c'est qu'il y a une amputation de la vision. Donc la partie de la rétine qui est décollée ne parvient pas à capter l'image. Par exemple, si c'est la partie supérieure qui est décollée, la personne a du mal à voir tout ce qui est en inférieur parce que l'image est inversée et vice-versa. Les causes du décollement de la rétine sont nombreuses. Généralement, c'est les pathologies chroniques comme la rétinopathie diabétique, le diabète et surtout la drépanocytose. Donc, c'est des lésions qui entraînent au niveau de la rétine des proliférations, des saignements et ce qui entraîne une traction au niveau de la rétine et ça entraîne un décollement, une séparation des couches de la rétine. En dehors de ces pathologies chroniques, le décollement de la rétine peut être dû à un traumatisme oculaire. Il y a aussi des décollements de rétine idiomatiques, c'est-à-dire sans cause. Ici, au Mali, une personne sur 100 souffrirait de cette pathologie. Ce n'est pas une pathologie très fréquente, mais dès que ça survient, c'est susceptible d'aboutir à un décollement, à une cécité, une perte de la vision. C'est ce qui fait la gravité de la maladie. La chirurgie constitue l'unique recours envisageable devant un décollement de la rétine. Le traitement du décollement de la rétine est totalement chirurgical. Il n'y a aucun médicament qui peut guérir le décollement de la rétine. D'accord ? Il faut opérer. Et cette intervention, c'est pratiquement la chirurgie la plus lourde pour l'ophtalmologie. Selon une évaluation du CHU Yota, les cas opérés du décollement de la rétine ont recouvert la vision à hauteur des normes de l'OMS dans plus de 87%. Focus Santé. Et c'est ce qui me fait à ce 13h dimanche que j'ai eu le plaisir de vous présenter avec la coordination éditoriale Bourama Traoré. À la mise en onde de Bintou Traoré. Merci également à Lassine Keita qui assure la mise en onde de la réalisation de ce journal avec à la mise en ligne Cheikh Abdul Aziz Koulibaly à 19h30, la grande édition du soir. D'ici là, passez d'excellents moments de radio en notre compagnie. Au revoir.